pour moi, le regret, c'est de ne pas regretter sa vie, c'est-à-dire de ne pas me dire je suis passé à côté parce qu'en fait, je ne me suis pas donné les moyens de vouloir réussir. Après, je pense qu'on a tous des petits regrets, je veux dire, ça, c'est normal. Dire, ah, non, voilà, j'aurais pas dû peut-être dire cette connerie ou j'aurais peut-être dû faire un peu différemment. Et je pense que c'est normal, on est humain. Mais j'ai pas envie de regretter en fait le fait que je me suis pas lancé sur mon parcours de vie qui était en fait de devenir entrepreneur. Je me suis dit, bah, tu as envie de le devenir, tu as des ambitions, maintenant c'est à toi d'assumer ça. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cette partie 2, on parle de plusieurs thèmes comme ses priorités, la méritocratie, le terme femme de ménage et les hommes dans ce secteur du nettoyage, pourquoi Andreas fait ce qu'il fait, on parle même de revenus universels et bien d'autres points. Je te souhaite un excellent épisode. Tu viens de dire que tu as mis les choses au clair, que tu avais besoin, en tout cas pendant une certaine phase, que ce soit la priorité, mais donc dans ta tête, tu te dis qu'à un moment donné, ce sera moins ou bien... Qu'on a mis toutes ces économies dans un projet et à ce moment-là, en plus, j'avais un autre projet qui était en cours, qui arrivait exactement au même moment. Donc, je bossais énormément. Et en fait, j'avais un petit peu le couteau sous la gorge. Soit je fais ça, soit je dois repartir de travailler dans une entreprise. Mmh. Et c'était pas du tout mon rêve. Mon rêve, c'était vraiment lancer ma boîte. Je voulais que ça marche, quoi. Je voulais que ça marche. Et j'étais prêt à faire toutes les concessions. Je veux dire, tous mes amis, ce qui est dur au début, c'est on se lance. Bon, moi, j'avais 26 ans quand je me suis lancé dans l'aventure. Tous mes amis partaient en vacances 2 semaines ensemble l'été, moi je partais pas. Je restais au bureau et je bossais. Il y avait un dîner un soir, c'était pas possible. Je suis pas sorti de mon bureau toute la première année, même pour aller boire un verre. Je me suis imposé une restriction qui était extrêmement intense. Et encore aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut savoir en fait pouvoir se mettre on a une responsabilité et moi j'ai une ambition personnelle, donc je me suis dit je ne lâcherai pas, et c'est pour ça qu'en fin de compte ce qui est compliqué, c'est de l'expliquer qu'on veut avoir une copine ou une femme à ce moment-là et comment faire comprendre ce genre de message, et je pense que ma chance c'est que j'ai pu être assez transparent sur ce point-là qu'on s'est rencontrés, voilà. Bon, c'était pas le but, mais j'ai enregistré tout ça, on peut la garder ? Ouais. Comme ça, donc, parce que des fois, ça m'arrive. Maintenant, je presse sur le petit bouton directement parce que ça m'est arrivé que d'un coup, je parlais avec des gens, puis je me disais merde, ça aurait été bien ça dans le podcast. Donc, je te propose qu'on continue dans la foulée comme ça parce que finalement, tu m'en avais parlé aussi avant. Je t'ai déjà entendu en parler. Sauf erreur, on n'en a pas parlé avant dans la partie 1. Mais donc, c'est clair, le travail, tes entreprises, ces différents projets, c'est la priorité 1. Mais est-ce que tu as d'autres passions ? Je dirais que depuis que j'ai eu un enfant l'année passée, j'ai une nouvelle priorité aussi qui est apparue dans ma vie. Et je dirais, ma femme a quand même une importance significative chez moi. Je veux dire, j'ai une famille, et ça c'est ma priorité première. J'ai des amis que j'aime beaucoup, que j'adore. Mais les premières années, c'est difficile parce qu'en fin de compte, on a beaucoup d'ambition et on est tout petit. Et il faut sortir du lot et on n'a pas beaucoup de moyens et il faut faire avec ce qu'on a en bord. Donc en fin de compte, la seule chose que je pouvais mettre, c'était mon temps. Donc j'ai mis tout le temps que je pouvais là-dedans. Aujourd'hui, j'ai la chance de pas faire les mêmes horaires que j'ai fait la première année, qui étaient extrêmement intenses. 0 jour de vacances, je travaillais, comme je te le disais avant, de 6h du matin à 1h du matin tous les jours. Je dormais peu. Le week-end, c'était 8h. Et le dimanche, c'était 10h, 6h. Un peu de répit. Voilà, ouais, exactement. Et c'est comme ça que j'ai travaillé toute ma première année, sans aucun jour de vacances. Et la seule fois où je suis sorti après une année, c'est où j'ai rencontré ma femme.
Et depuis là, bon, on est ensemble. Mais même au début, on se voyait peu. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours mon appartement avec plein de gens dedans. On bossait très tard, hein. Aujourd'hui, je bosse. Je veux dire, on prend pas non plus énormément de vacances ou peu de vacances, hein, je veux dire. Mes dernières grandes vacances c'était en août l'année passée. Mes prochaines grandes vacances sont en août cette année. C'est, il y a des choix à faire. Combien de temps? 2 semaines. Là, 2 semaines. je prends 2 semaines là cet été. Mais il y a quelques sacrifices à faire. C'est-à-dire qu'on peut pas, à moins qu'on ait une boîte qui tourne, où tout va bien, et c'est dans le meilleur des mondes, et je le souhaite à tout le monde d'être dans cette position-là. Aujourd'hui, on a encore du travail à faire, on a encore beaucoup de choses à améliorer chez nous, et il faut que je sois dans le bateau et que je puisse aussi mettre ma main à la pâte sur certaines choses. Mais tu as parlé de lecture. Enfin bon, c'était très orienté pro et développement pour toi par rapport à cette nouvelle activité que tu lançais, donc Batmade à l'époque. Tu parlais de lire des livres sur les couleurs, les différentes couleurs. Est-ce que, est-ce que tu prends quand même le temps de lire autre chose? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu fais du sport? Alors, je fais 2 fois par semaine 1 heure de sport. C'est la seule chose parce que j'en faisais pas du tout les premières années, et j'ai eu commencé à avoir beaucoup de problèmes de dos à D'accord. cause du travail, etc. Donc là, j'ai repris le sport à fond il y a maintenant quelques années, et maintenant je continue ça, et ça c'est top. Et c'est ce qui me permet en fait d'être entre guillemets en bien. J'ai pas de problème de dos, donc je me sens bien. Parce que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'être complètement bloqué, hein. Une fois, j'ai dû ramper jusqu'à ma porte pour aller ouvrir un ami pour qu'il m'aide à aller chez le médecin. J'étais encore dans les bureaux Batmade, c'était un dimanche en plus, donc c'était compliqué. Mais ouais, c'est m'est arrivé. Donc c'est aujourd'hui, c'est pour ça que le sport, j'en fais 2 fois par semaine juste pour bien maintenir. Je dirais pas que le but, c'est pas d'avoir une musculation d'Apollon, mais au moins ça me permet de pas avoir de problème de dos. Et, et à côté, c'était quoi l'autre point? Lecture. Lecture, j'essaie de faire pas mal. Un de mes membres du conseil d'administration m'a suggéré quelque chose qui était pas mal il y a maintenant 2 ans. C'était les livres audio. Donc maintenant, je fais beaucoup de livres audio sur différentes thématiques. Ça peut être sur le management, ça va être sur l'écoute, ça va être sur l'humilité. Je vais écouter plein de choses en fin de compte d'apprendre de nouvelles choses qu'en fin de compte, j'ai peu de connaissances ou pas de connaissances dessus, et comment on peut s'améliorer. Je suis énormément dans le process où je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et j'essaie d'apprendre le plus vite possible, de faire l'éponge sur ça pour en fait gagner un maximum de connaissances et de pouvoir m'améliorer moi-même et auprès de mes équipes. Et donc, ça me fait penser, donc tu dis que tu fais 2 fois par semaine du sport pour te maintenir en bonne santé, on va dire, en termes de repas, lunch, souper, Je suis pas un clients, exemple. autres. T'es pas un exemple? Absolument pas. Ah, Il y a d'accord. des jours où je mange pas. Ok. Quand j'ai une grosse journée de boulot, je mange pas. Même à midi, je peux ne pas manger. Donc je suis capable de passer. Le petit déjeuner, c'est extrêmement rare que j'en fasse un. Ok. Généralement, je fais un café. Et le soir, je mange bien depuis maintenant que je vis avec ma femme et on a la maison, etc. Donc elle me prépare des bons mets. Mais sinon, à l'époque, non, je mangeais extrêmement mal. J'ai jamais eu une vraie culture. Je suis très mauvais cuisinier. Et je mange plutôt quelque chose qui va être très vite, très rapide. Même à midi, j'aime manger quelque chose devant mon ordinateur très rapidement. Un sandwich. Un sandwich, une froide, salade, un truc. quelque chose comme ça. Ok. Même de temps en temps, un petit McDo, mais Ok. Et je t'ai entendu parler de méritocratie. la méritocratie. C'est un mot que j'aime bien parce qu'en fin de compte, il souligne l'importance de donner sa chance et de donner, entre guillemets, une gratitude supplémentaire à des gens qui ont fait un step supplémentaire aussi, qui ont sué un petit peu plus. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de sport. Et je pense que ça vient un peu de là. C'est entre guillemets, c'est entre guillemets, pour moi, c'est pas une question d'âge aujourd'hui. Quand on va faire une promotion sur quelque chose ou on va donner des bonus ou ainsi de suite, c'est pas simplement l'âge, la position et ainsi de suite. Il y a aussi d'autres facteurs. C'est comme la personne s'est donnée à fond. C'est-à-dire que ça va être un peu comme à l'école. C'est-à-dire que la personne qui s'est vraiment donnée, on va regarder ça un peu plus près. Après, c'est sûr qu'il faut que la prestation de travail en elle-même, elle soit à la hauteur de ce qu'on attend et même supérieur, parce que ça veut dire qu'on a la bonne personne en board. Mais pour moi, ceci est aussi pour l'âge. C'est-à-dire que ça donne la possibilité à des gens jeunes de pouvoir monter plus rapidement.
Et je pense que ça, c'est aussi important. Et autant d'avoir des personnes plus âgées qui peuvent aussi donner leur savoir à des personnes plus jeunes, ou bien nous donner une certaine sérénité aussi au bureau. Et pour moi, j'aime beaucoup le terme méritocratie, parce que je pense que c'est un petit peu comme dans le sport. On ne gagne pas à chaque fois, mais il faut s'entraîner dur, et de temps en temps, on gagne la course. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Je crois en ce concept. Mais j'ai des exemples autour de moi qui travaillent énormément et qui, justement, n'ont pas eu ce mérite. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Où, tu vois, aujourd'hui, on est en Suisse, on vit en Suisse. Moi, je suis né en Suisse. Le premier de ma famille, je suis colombien. Le premier de ma famille à être né en Suisse. Donc là, je suis arrivé au Mans déjà avec une chance en termes de que ce soit qualité de vie plus élevée mais même que mes parents qui eux sont nés en Colombie et qui ont grandi en Colombie, tu vois. Eux m'ont déjà apporté quelque chose de plus ou en tout cas, là on va dire on parle financièrement peut-être, mais j'avais déjà cette chance en plus. Et même en Suisse, maintenant, donc là je te parle de la Colombie et la Suisse, maintenant même en Suisse, il y a aussi certains, on va dire, statuts ou certaines personnes qui ont justement qui naissent avec un peu plus de chance. Encore une fois, là je parle plus d'un point de vue financier, et donc qui peuvent également potentiellement obtenir certaines j'allais dire éducation, mais finalement c'est ça qui est beau de la Suisse, et là je fais une parenthèse, c'est que finalement plus ou moins tout le monde peut faire des écoles incroyables, hein. En Suisse on a cette chance, mais peut-être après un réseau, tu vois, un réseau que typiquement, hein, et c'est sans dénigrer, mais tu vois par exemple les techniciens que vous avez, donc les agents de nettoyage, potentiellement qu'il y en a certaines qui ne parlent pas très bien français, qui ont peut-être un réseau moins développé que d'autres personnes, et donc par exemple leurs enfants, le jour où ils vont devoir trouver un stage ou autre, tu vois, ils vont être limités, et c'est pas forcément parce qu'ils ont moins travaillé qu'un autre, et c'est là où justement toute cette méritocratie, mais elle a quand même ce petit défaut où c'est pas forcément vrai à 100%, tu vois ce que je veux dire? Je suis complètement d'accord. Mais la vraie problématique, c'est que le monde n'est pas juste. Non, ça c'est sûr. Je pense que c'est ça la plus grosse problématique. Mais c'est de nouveau, si tu regardes le sport, c'est un petit peu la même chose. Si tu prends plusieurs joueurs de foot, un va pas s'entraîner beaucoup et être extrêmement talentueux, et tu vas prendre l'autre personne qui est en fait la personne qui s'entraîne le plus et qui va être talentueux. Et en fin de compte, est-ce qu'il y a une justesse là-dedans? Non. Mais par contre, il y a de temps en temps, je dirais, il y a le talent, le don je dirais de la chance d'avoir eu le privilège de faire des universités de renom, ou bien d'avoir de l'argent familial, ou d'avoir... Je veux dire, il y a plein de dons qui peuvent exister. Je pense que tu soulèves un bon point. C'est pour ça que la méritocratie, il faut la prendre avec des pincettes aussi, hein. Je dirais que dans une culture, c'est que pour moi, la méritocratie, c'est plutôt de pouvoir donner la chance à n'importe qui de pouvoir monter. Je donne un exemple. J'avais une personne sur Zurich qui est venue nous aider pour un événement sportif, parce qu'on fait pas mal de sponsoring d'événements sportifs, qui était un gros événement à Zurich. Et j'ai vu une personne faire un super boulot, qui ne s'arrêtait pas, et ainsi de suite. Et je vais lui parler pour le remercier premièrement de son travail qui était vraiment incroyable. Et cette personne-là me dit, écoute, je viens d'arriver en Suisse, j'ai pas de travail, j'arrive pas à trouver de travail, personne ne veut m'engager. Et je lui dis, mais pourquoi? Alors, il m'explique un petit peu la situation, et c'est vrai que même nous, dans une situation normale, on l'aurait pas pris. Parce que pas d'expérience dans notre domaine. Déjà, c'est quelque chose qu'on met de côté généralement lors du recrutement. Et je lui ai dit, écoute, on va faire quelque chose, je te donne ta chance. Tu m'as montré aujourd'hui qu'en fait, il ne s'attendait pas du tout à venir travailler. Il venait juste pour venir donner un coup de main, entre guillemets. Il avait répondu sur une annonce internet parce qu'on cherchait des gens pour nous aider sur un événement spécifique. Et en fait, il m'a dit, écoute, ouais, je suis prêt, je viens faire la chance. C'est devenu notre meilleur
employé de nettoyage sur Zurich. Et en fait, il a été tellement reconnaissant. Il venait avec sa famille, ses enfants, il m'a présenté tout le monde. Et en fin de compte, on a loué un lien, je dirais même, qui est plus que d'employeur à employé, qui est aussi un lien d'amitié. J'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec cette personne-là, qui est aujourd'hui même après chez nous. Et en fait, son rêve, c'était de devenir aide-soignant. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, il est aide-soignant. Ok. Donc, il est venu le dernier jour, il m'a dit voilà, je voulais te remercier pour la chance que tu m'as donnée ce jour-là où tu m'as offert un emploi. Cet emploi m'a permis de travailler. Il travaille à 100% d'ailleurs parce qu'il était tellement bon que tout le monde le voulait, donc on l'a pris à 100%. Et à la fin, ces 100% lui ont permis de payer son école d'aide-soignant qu'il a fait pendant, je ne sais pas, 1 ou 2 ans, et il a pu commencer ça. Et en fait, ça pour moi, c'est le point fort. C'est-à-dire que il s'est juste donné à fond sur quelque chose, c'est-à-dire est-ce qu'il avait peut-être un don supplémentaire dans le nettoyage en lui-même et un œil assidu sur comment mettre les coussins au bon endroit et avoir cette petite touche. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ça, c'est qu'on a donné sa chance à quelqu'un qui on n'aurait pas forcément donné sa chance et qui nous a montré qu'en fait on a bien fait. Et ça c'était pour moi un exemple explicite de quelque chose. C'est pour ça, par exemple, qu'on engage des gens au bureau. Personnellement, moi, je ne regarde pas les CV. C'est pas le CV qui m'intéresse, c'est la personne. Et c'est ça, c'est juste une discussion, c'est de l'humain d'abord, et en fin de compte, l'humain, c'est pour ça que le mot mérite, c'est pas forcément le bon mot. Je dirais le méritocratie, c'est plutôt de pouvoir donner sa chance à l'ensemble des personnes. Et après, il y a des chances, bien sûr, qui vont grimper plus rapidement. Et ça, de nouveau, c'est dû à différents types de facteurs. Ouais, je comprends bien, ou mieux. Toi, c'est vraiment de se dire, si tu donnes tout, tu peux, enfin, t'auras des opportunités ou en tout cas tout le temps donner au maximum de soi-même et Au moins, il n'y a pas de regret. En fait, ouais. c'est comme dans le sport. Si on a perdu une compétition parce qu'on a oublié de s'entraîner, bah, voilà, on aura du regret. Et en fait, pour moi, j'aime pas vivre, je suis pas dans le regret du tout. J'ai une attitude extrêmement contre ça. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est ça que j'aime dans le mot, là, entre guillemets, ou dans la vision de la méritocratie. Après, je pense qu'il y a beaucoup de mauvais côtés qu'on ne prend pas en compte pour définir exactement ce que c'est, qu'est-ce qu'elle ne définit pas non plus. Et je pense que le don qu'on reçoit autour de soi ne fait pas partie de ça. Et ce serait la problématique en fait de la méritocratie, ça c'est clair. Donc là, tu as dit que tu vis pour ne pas avoir de regrets. Dans la première partie, tu parlais d'une mission, d'un why, d'un pourquoi, enfin en tout cas à travers Batmade, qui est de lutter contre le travail au noir. Mais je me posais la question, je voulais savoir si toi tu t'étais déjà posé cette question. C'est quand même un travail de rétrospection assez... rétrospection ou introspection? Je pense que c'est les deux. Ouais. assez profond. Pourquoi tu fais tout ça? Enfin, quand je te pose cette question, je te pose cette question parce que moi je me suis déjà posé cette question. Et j'ai pas vraiment de réponse si ce n'est que ça me motive et j'ai un besoin, mais je sais pas trop d'où vient ce besoin. Tu as parlé du sport quand tu étais jeune. J'ai aussi fait pas mal de sport quand j'étais jeune. Mais tu vois, moi, je me pose la question pourquoi certaines personnes font ce qu'elles font au-delà de cette mission de Batmade, mais parce que aujourd'hui c'est Batmade, mais ça aurait pu être autre chose et t'aurais tout donné et t'aurais travaillé comme tu travailles, comme t'as eu travaillé, tu vois. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, en fait, quand tu abordes ce point-là, je vais dire autre chose. J'ai des regrets de temps en temps. Par exemple, d'une situation que je pense que j'ai pas réagi de la bonne manière parce que j'aurais pu prendre une autre décision, j'aurais pu prendre d'autres choix. J'ai des regrets, je fais beaucoup d'introspection. J'essaie d'en faire le plus souvent possible. Hein. Ça peut être de temps en temps, c'est même tous les soirs. Je passe 5 minutes juste pour me dire si la journée, d'une manière globale, la manière dont j'ai géré ma journée avec les gens, avec mes décisions, avec la stratégie, était juste ou pas. Et si j'aurais fait ça différemment en revoyant la situation. Ça m'arrive souvent de regretter par rapport à certaines choses et je me dis en fait,
essayer de faire mieux la prochaine fois. Essayer de faire mieux la prochaine fois et de focuser en fait de comment on peut améliorer ça. Mais d'une manière, pour moi, le regret, c'est de ne pas regretter sa vie, c'est-à-dire de ne pas me dire je suis passé à côté parce qu'en fait, je ne me suis pas donné les moyens de vouloir réussir. Après, je pense qu'on a tous des petits regrets, je veux dire, ça c'est normal. Dire ah ben, voilà, j'aurais pas dû peut-être dire cette connerie ou j'aurais peut-être dû faire un peu différemment. Et je pense que c'est normal, on est humain. Mais j'ai pas envie de regretter en fait le fait que je me suis pas lancé sur mon parcours de vie qui était en fait de devenir entrepreneur. Je me suis dit, bah, tu as envie de le devenir, tu as des ambitions, bah maintenant c'est à toi d'assumer ça. Et aujourd'hui, tu dois pas avoir de regret de te dire que bah, s'il y a des fois où tu dois faire ta nuit au bureau, bah, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que sinon tu vas dire, bah, j'avais peut-être pas fait ça et ça aurait peut-être pu marcher à cause de ça. Et je pense que c'est ça. Et c'est aussi, ça fait partie aussi du chemin de la résilience, ça fait partie du chemin de se connaître mieux soi-même, comme tu disais avant, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et je pense que alors là, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui me plaît beaucoup comme discussion. Hein. Et je pense que c'est lié à un parcours de vie. Et je pense que chacun est complètement différent sur cette manière-là. Je pense que chacun, comme on aborde notre carrière, nos ambitions, nos valeurs, a été forgé durant notre jeunesse, notre adolescence et après notre vie d'adulte. Et on se transforme, on change, on évolue. Et en fin de compte, il faut apprendre à vivre avec ce nouveau soi aussi qui change à travers le temps. Et je pense que pour moi, personnellement, j'ai envie de changer beaucoup de choses. J'ai envie de me dire que je me suis surpassé dans ce que j'avais envie de faire et de me dire que j'ai tout donné. Voilà. J'aime, c'est comme une compétition sportive. Quand je faisais quelque chose, je voulais tout donner. J'ai toujours été à fond, à 100%. Quand je suis dans quelque chose, je suis à 100%. Et c'est ce que j'aime à travers faire ça. Quand j'étais à 90%, là, je me dis, là, j'arrive pas à me regarder devant la glace. Et pour moi, le but, c'est que je me sente bien le soir. Après, on fait pas toujours tout juste. Et je pense qu'on doit toujours essayer de s'améliorer, toujours faire mieux. Mais c'est beaucoup de pression sur soi-même après, qu'on veut essayer de faire certaines choses. Mais je pense que de nouveau, le parcours de chacun va donner en fin de compte une sorte de montagne différente à parcourir pour chacun d'entre nous. Et je pense que c'est pour ça que je pense que mon parcours ne sera pas forcément le même que le tien. Moi, je pense que de temps en temps, je me dis, ah, mais quel beau parcours Brian a fait, pourquoi je n'ai peut-être pas fait ça et après, je vais voir quelqu'un, par exemple, il s'appelait Jean-Florent, la personne que je parlais d'avant. Je dis, ah, mais Jean-Florent, c'est génial ce qu'il a fait. Et je me dis, mais j'aurais été vraiment fier aussi de pouvoir avoir fait ce parcours de vie-là. Et en fin de compte, chacun est différent et chacun a sa vision. Et je pense que du moment où chacun est heureux, et je pense que c'est ça qui compte à la fin. Et donc, pourquoi avoir voulu créer une entreprise? Enfin, je dis une entreprise, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, hein, mais tu as lancé beaucoup d'entreprises. Mais tu l'as dit, par contre, donc je dis, on n'a pas parlé des autres entreprises que tu as lancées, mais par contre, on a bien dit, enfin tu l'as dit, que tu voulais. C'est quelque chose que tu voulais et ça c'est un point qu'on n'a pas abordé ici, mais je t'ai entendu le dire. Donc quand tu as terminé ton master à Genève, ton père t'a dit, tu fais ce que tu veux, mais d'abord tu fais 2 ans dans une boîte et donc ben, tu l'as fait. Mais toi, tu savais déjà ce que tu voulais, c'était ouvrir une entreprise, lancer une entreprise. Mais pourquoi? Parce que tu vois, finalement, d'être à 120%, tu aurais pu le faire. Tu as cité Nestlé avant, bah, tu aurais pu le faire chez Nestlé, grader. Et l'objectif, devenir CEO, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi lancer ton entreprise? Pourquoi être entrepreneur? Depuis, tu as ça depuis tout très petit. longtemps. Voilà. À tout petit, mon premier projet, j'avais 15 ans. 15 ans et demi. Et j'avais lancé une marque de casquettes avec un de mes très bons amis. Et on avait vendu dans tout Pont-Génie et tout. On a de nouveau, là, j'ai fait un peu l'offre avant la demande. On avait commandé les casquettes, on avait commandé 6000. Et on les a reçues, on n'avait pas d'acheteur. Donc elles sont arrivées, je suis parti en train les chercher à Fribourg, chez un de nos fournisseurs. Et on arrive, et je me dis, bon, bah maintenant on va les vendre. Et là, j'ai fait une photo, mais à l'époque, si on regarde un petit peu les photos que ça donnait, c'est vieux. Et j'ai eu la chance, j'ai Pont-Génie qui m'a appelé dans une demi-heure après quand ils ont reçu mon mail. Ils m'ont dit, écoutez, on aimerait un échantillon. J'ai loupé l'école. J'ai pris 6 casquettes avec moi. Je suis parti directement à Genève. Laissé les casquettes. Donc 2 heures après, il avait les casquettes sur son bureau, le monsieur en question. Il me rappelle une demi-heure après, il m'en commande, je ne sais plus à l'époque, c'est peut-être 2-3 000 directement, casquettes.
J'ai dit, waouh. Et c'est là où ça a commencé, mais j'avais déjà l'envie quand j'étais plus jeune. Je me dis, ah, mais en fait, voilà, je trouve cool, pourquoi ce serait pas même un verre de comment. En fait, moi, je n'ai pas forcément une passion. Pour moi, la passion, c'est en fait entreprendre. J'aime lancer des idées, améliorer les choses, dès que ce soit un produit ou un service, l'innovation, amener une expérience. Du coup, j'aime beaucoup le terme expérience. Je pense que c'est ce que j'aimerais qu'on puisse me définir plus tard quand j'aurai fini ma carrière. C'est vraiment comment j'ai pu amener une expérience un peu différente sur certaines choses. Et ouais. Et après, je pense que le premier projet, c'était en fait, je voulais pas aller à l'université. J'ai fait ma maturité, je voulais pas aller à l'université. C'est là que mon père m'a dit, si tu fais ton master, donc bachelor, master, et après tu travailles 2 ans, je te donne ce montant-là, qui n'était pas non plus énorme, hein. Je veux dire, pour lancer une entreprise, ça suffisait juste pour lancer, mais c'est pas non plus. Je me suis pas payé de salaire pendant 2 ans, hein. Quand j'ai starté Batmade, c'est pas comme si je roulais sur l'or. C'est mon meilleur ami qui m'a prêté sa carte de crédit pendant 2 ans. Et j'ai dû le rembourser après pendant une année. À la 3e année, j'ai dû rembourser sur une année. Et c'est comme ça que j'ai fait. Mais je veux dire, j'avais ça, je voulais absolument lancer quelque chose. Donc j'avais fait mon premier business plan, le vrai gros, à 435 pages et tout. J'avais 17 ans. C'était même pas les casquettes, c'était encore un autre projet. Et après, le jour même où je suis arrivé aux 2 ans où j'étais dans l'entreprise, j'ai posé ma démission. Le jour même. Et là, j'ai dit, bon, je vais prendre quand même 6 mois un peu off, mais après, je lance mon projet. C'est là que je suis parti à Noyau. Ok, ah d'accord, c'était là. Ok. Et je fais un parallèle avec le salaire de base universel. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es toujours pour. Mais tu vois, c'est là où, en tout cas, pour une personne comme toi, qui avait envie d'avoir, enfin, qui l'a fait, mais qui avait des projets, aurait pu avoir ce soutien de rémunération. Aujourd'hui, quelle est ta position sur ce sujet? Je suis absolument pour le revenu universel. Pour une seule raison, c'est pour la détresse que l'argent, ou le manque d'argent engendre. Et ça, je suis absolument contre. Je pense qu'il faut qu'on puisse mettre en place une société où ce type de choses n'arrive pas ou peu, ou en tout cas est limité. Et je pense que le revenu universel est un axe majeur. Par contre, il ne faut pas mélanger, je pense, après le revenu universel avec le fait d'avoir des gens qui ne veulent absolument plus rien faire. Je pense que ça, s'il y a une grosse différence pour moi, c'est plutôt un revenu universel, c'est pour se battre contre la pauvreté et pour éviter les inégalités sociales qui augmentent et augmentent à travers les années. Je veux dire, on le voit, hein, le Covid a créé encore plus d'inégalités que ce qu'on avait avant. Et je pense que ça peut être un bel axe. Donc je suis pour. Tu fais pas de politique? Non. Tu aimerais? Je n'ai jamais été tellement politique, je suis extrêmement peu les votations et ainsi de suite. Je comprends mal notre système politique. Ça n'a jamais été un sujet qui m'a passionné ou intéressé plus que ça. Aujourd'hui, avec le travail, je dois gentiment essayer de m'y intéresser un peu plus pour comprendre un petit peu les dynamiques, pour que je comprenne certaines. Je trouve intéressant, je pense que c'est un joli travail qui façonne et modèle notre société de demain. Et je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de clivages entre une gauche, une droite, le milieu, des partis un peu à côté. Je pense qu'au fait, les bonnes idées, elles sont un peu partout. Et c'est juste comment on peut faire un monde meilleur demain. Et je pense qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est pas forcément toujours mettre sur le voisin, en fin de compte, ou dénigrer son voisin pour montrer que son idée à soi elle est plus forte, mais c'est comment en fait c'est comme dans une entreprise en fin de compte, on peut pas avoir des personnes de gauche ou de droite, c'est en fin de compte tout le monde autour d'une table et on essaie de faire les meilleurs choix. Alors que là on essaie de nous faire prendre un parti par rapport à certaines décisions pures, alors qu'on peut être je suis autant de gauche que de droite, que du milieu, du centre. J'ai pas spécialement de politique non plus, je suis catholique mais j'accepte toutes les politiques, j'ai pas de religion, j'accepte que ce soit homme, femme ou peu importe binaire ou non binaire. Je suis extrêmement ouvert sur tous ces points de vue. Je pense que c'est juste qu'on doit être tolérant, ouvert et pouvoir voir le monde de demain un peu différent. Et le seul moyen, c'est de travailler ensemble parce qu'aujourd'hui, si on regarde, tout le monde a peur de se dire « Ah, mais l'AI ou certaines choses va diminuer le nombre de jobs qu'on va avoir. » Mais en fait, c'est faux. On va juste en créer beaucoup plus. La problématique, c'est qu'on a besoin de digitaliser beaucoup plus notre état, notre manière
que ce soit nos impôts et ainsi de suite. Je pense que l'État aujourd'hui, on n'est pas tellement efficient dans la manière dont on travaille. Et c'est important qu'on change ça pour qu'on ait plus de gens de ces gens qui travaillent dans le public aujourd'hui, qui puissent venir travailler dans le privé. Aujourd'hui, tout le privé cherche du monde. On est dans une révolution, je dirais, comme un petit peu la révolution industrielle à l'époque, mais dans une révolution aujourd'hui qui est par la technologie et par les AI aussi, qui va amener énormément de changements. Et on a besoin de monde. On a besoin de monde, on a besoin de transformer, de bâtir en fin de compte notre société du futur et de réfléchir aux meilleures idées. Donc voilà. Donc je suis pour la politique parce que j'y crois et je pense que c'est ça qui va façonner notre monde de demain, mais je ne suis pas forcément toujours dans le clivage. Je préfère avoir en fait la meilleure idée qui gagne autour d'une table. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que bon, j'ai quand même l'impression qu'en Suisse, on vit un petit peu moins ce clivage. Tu vois, si on prend par exemple les États-Unis. Ou nos voisins français. Ouais, exactement, pour pas aller outre-océan. Mais je suis d'accord. C'est vrai que c'est dommage que le public ne regarde pas un peu plus le privé. Et je dis pas qu'il doit complètement prendre exemple sur le privé, ça ne fonctionnerait pas. Mais par contre, comme tu as dit, dans une entreprise, qu'on soit catholique, musulman, noir, blanc, femme, homme, ou transgenre, etc., c'est égal. Et que tu sois de gauche ou de droite, c'est également égal. À un moment donné, les idées, on brainstorm pour avoir une idée, pour avancer, et puis tu avances dans ce sens. Et ouais, bon, voilà, c'est un débat. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait amener ça sur la table des politiciens, mais ouais, c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis par rapport à ça. On a besoin de gens très intelligents qui aillent aujourd'hui dans la politique. Je pense qu'il y en a. Et je pense qu'il y en a beaucoup, j'espère d'ailleurs qu'on en a beaucoup, je ne les connais pas tous personnellement, mais on en a besoin. Là, aujourd'hui, on a des défis de société qui arrivent, qui vont être extrêmement forts, et on a besoin de gens forts et brillants pour pouvoir nous mener dans la bonne direction, et être sûr qu'en fin de compte, on accompagne aussi la société. Mmh. Et vous, ça me fait penser parce que... Tu vois, j'ai fait gaffe de dire homme, femme, trans. Et en fait, je sais même pas si c'est le bon terme que je devais utiliser, trans. Enfin, tu vois, dans cette société actuelle, et vous devez faire attention à tout ça. Enfin, je dis vous, en général, aujourd'hui, tout le monde doit faire attention à ça, que ce soit par la com ou... ouais, je pense à la com parce que typiquement, sur... en tout cas, en ce moment, j'ai vu qu'il y a enfin, je sais pas si c'est en ce moment, peut-être c'est que à moi, hein, parce qu'il y a, voilà, il y a l'A/B testing, mais il y a cette image où il y a des femmes, des hommes de différentes cultures, différentes ethnies. Et ça c'est quelque chose que tu ressens beaucoup aujourd'hui, de par la génération, ça fait quoi la génération Z, hein, c'est celle qui nous Je dirais précède. que c'est pas forcément une question de génération. Je pense que le MeToo a accéléré beaucoup de phénomènes, et dont le fait, par exemple, nous, une chose que nous on a vu, pour parler un petit peu de ce que nous on a pu voir et de mon expérience là-dessus, c'est le terme femme de ménage. Mhm. Pour dire quelque chose de bête, parce qu'en fait, si aujourd'hui on regarde sur Google, c'est le terme le plus tapé pour rechercher des services tels que le nôtre. Et aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue société, tout le monde dira que c'est pas possible d'utiliser ça de nos jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours homme et femme de ménage. Après, ça peut être même binaire, trans ou quoi que ce soit. Nous, on n'a pas de problème avec quoi que ce soit, hein. Donc, c'est pas sur 4500 personnes, j'ai 120 nationalités, j'ai toutes les religions, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que c'est là où nous, on a vu quelque chose. Et ça, c'était à peu près quand il y a eu le MeToo qui est arrivé. C'est quoi, 2017, je dirais, à peu près par là. Ouais. Et là, on a vu un vrai changement, en fait, des gens qui vont dire « Ah, mais pourquoi vous dites femme de ménage ?» etc. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, sur Google, le mot le plus tapé pour aller chercher des services tels que nôtres, c'est femme ou homme de ménage. Ce qui pour moi, ce qui est un paradigme, c'est-à-dire qu'en fait, en fin de compte, tout le monde, d'un point de vue, dit non, mais d'un côté, pour la recherche, en fait, c'est plus simple. Et moi, mon avis, c'est que moi, je suis aussi homme de ménage, hein, j'ai un certificat d'homme de ménage, et j'en suis très fier. D'ailleurs, il est affiché dans mon bureau.
Ça faisait partie des 3 que j'ai fait au tout début de Batmade. Mais pour moi, si on devait me décrire comme une de mes activités ou une des choses que c'est, bah oui, je suis homme de ménage, moi. Aujourd'hui, je suis agent de nettoyage, on peut m'appeler comme je veux. Moi, j'ai pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on essaie de ne plus utiliser du tout ces termes-là pour appeler. Bah, déjà, pour nous, c'est nos Batmade. On est une famille. Et Batmade, pour nous, est plus qu'un nom. Est vraiment une mission, une vision, une famille. Et c'est pour ça que tous les gens qui travaillent avec nous sont des membres de Batmade. La proportion aujourd'hui, hommes et femmes? Alors, on a peu d'hommes, malheureusement. On aimerait bien en avoir plus, mais c'est difficile. En fait, on reçoit déjà dans les candidatures, hein, on en reçoit beaucoup moins. On a 5% d'hommes. Mais aujourd'hui, on aimerait bien, idéalement, on aimerait que ce soit une parité là-dessus. D'ailleurs, on n'aurait pas de problème là-dessus. Le problème, c'est en termes de CV. On reçoit la même chose en proportion de CV. C'est la même chose que la proportion entre guillemets, des personnes qu'on engage à la fin. Donc, c'est pas qu'on privilégie plutôt les hommes, les femmes ou autres, mais c'est juste en fait une question que par rapport à ce qu'on a, c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, l'académie, c'est peut-être quelque chose qui fera changer cette proportion. Du moment où on est une académie forte, peut-être on sera en mesure de former certains hommes pour qu'ils puissent devenir. Je dirais que dans le ménage B2B, par exemple, c'est plus simple de trouver des hommes, par exemple. Donc on aura une proportion d'hommes plus grande dans le B2B. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pour ça, c'est avec toi, on essaie de chercher des vecteurs derrière, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Nous, on a du plaisir à travailler avec les deux, donc, et comme toutes les cultures, donc on n'a aucun problème. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu culturel, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose, mais tu prends le secteur du déménagement. Il y a très peu de femmes. Il y en a, mais il y a très peu. Après, je dis c'est un peu différent parce que, bon, c'est un fait, hein. Les hommes, de manière générale, on est plus forts que les femmes. Tu vois, voilà, c'est un fait. De ce fait, dans le secteur du déménagement, ben, il y a moins de femmes. Je pense que ça, c'est un facteur. Après, dans le nettoyage, effectivement, un homme enfin, physiquement peut également le faire. Tu vois, il n'y a pas de contrainte. Par contre, je pense, c'est intéressant que dans le B2C, donc c'est effectivement plus compliqué de trouver des hommes. Par contre, dans le B2B, un peu moins. Et je me demande si socialement, un homme aura, ou nous, en tant que clients, on va moins vouloir qu'un homme vienne à la maison. Tu vois, on a peut-être plus confiance dans les femmes. C'est un très bon point. À l'époque, on avait très peu de clients. Ça nous est arrivé souvent au tout début qu'on envoyait un homme à la maison chez quelqu'un, chez une dame par exemple. Elle lui ouvre pas la porte. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc on a eu cette problématique, je dirais, jusqu'en 2018, assez fortement. Aujourd'hui, avec toute l'évolution de la société qu'il y a eu, je veux dire, on a eu une évolution assez radicale au niveau social, la place des femmes et ainsi de suite, que je trouve très bien. Mais il y a une vraie différence aujourd'hui. Aujourd'hui, en fin de compte, à l'époque, on avait beaucoup, donc c'était très compliqué. Quand on envoyait un homme, on appelait avant, on demandait si c'était OK, etc. Parce que ça pouvait poser certaines fois un problème ou un malaise, je dirais, pour une dame seule qui reçoit un homme ou quoi que ce soit. Et ce que je peux comprendre, il peut y avoir une peur ou quelque chose qui est derrière. Aujourd'hui, on a très très peu cette problématique-là aujourd'hui. Mais de nouveau, on n'a que 5% de notre effectif qui sont des hommes, donc beaucoup plus compliqué. Ouais. Ok, bon, voilà, c'est une thématique d'actualité et puis on pourrait continuer à en parler et à en débattre. Mais je souhaitais savoir, je t'ai demandé si tu lisais, je voulais savoir s'il y a des ressources que tu recommandes régulièrement ou ponctuellement. Des sources, je dirais alors un livre que j'adore, pour moi, c'est la biographie de Richard Branson. Oui, pour moi, tu es un fan de Je suis un grand fan de cet entrepreneur, de ce monsieur, je trouve génial ce qu'il a pu faire durant sa carrière et encore ce qu'il fait aujourd'hui, il ne s'arrête pas. Je trouve génial. Je trouve que j'aime bien l'attitude, etc. Je dirais que si j'avais eu un idéal, je dirais que ça aurait été cet entrepreneur-là. Donc j'ai encore beaucoup de choses à améliorer si je souhaite un jour être
un niveau un peu près comme ça, mais je trouve que c'est très inspirant. Il est très inspirant. T'as d'autres... Après, je lis quand même pas mal je dirais, je fais 1 à 2 livres par mois en audio, donc ça va dépendre des sujets, ça va dépendre de mon humeur, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, est-ce que je vais me lancer? Mais généralement, je suis très dans tout ce qui est relaté au business. J'aime beaucoup les biographies d'entrepreneurs, donc ça, c'est quelque chose que je lis pas mal. Qu'est-ce que ça t'apporte, les biographies? Bah, c'est des histoires de vie, comprendre les hauts, les bas. Il y a pas que les belles choses, en fin de compte. L'entrepreneuriat, c'est des passions, c'est comment, en fin de compte, quelqu'un a réussi à aller jusqu'au bout de sa passion. C'est des petites choses, ça donne la confiance, on s'accroche, ça donne de l'énergie. Pour moi, c'est énergisant, en fait, de voir des parcours qui ont fonctionné. Et d'ailleurs, il y a tellement d'histoires de gens qui disent j'aurais pu faire faillite 15 fois, 30 fois, et pour finir, j'en suis là. Et je pense que tout d'un coup, on se dit on se raccroche, on se dit il faut toujours pousser. La résilience, je trouve que je la trouve à travers un petit peu ces passages ou ces grandes personnes. Et ensuite, c'est les autres livres, c'est plutôt pour de l'amélioration personnelle. Ça veut dire que je vais essayer de prendre des sujets où je ne suis pas forcément très à l'aise où je pense que j'ai besoin d'apprendre plus vite pour en fait m'améliorer moi-même dans mon management, dans mes prises de décision, dans ma stratégie, dans d'autres choses. Et j'ai instauré un concept il y a quelques épisodes en arrière où l'ancien invité pose une question au futur invité elle ne connaît pas. Donc, à la fin de notre épisode, je te demanderai de... Enfin, tu as le temps, tu pourras me faire un mail ou peu importe. Mais toi également, tu poseras une question sans savoir à qui tu vas poser cette question. Et donc là, la question est la suivante. Y a-t-il une idée populaire ou une tendance actuelle que tu trouves complètement ridicule ou inutile ? Tendance populaire ou actuelle? Il m'a posé 2 questions. J'en pose qu'une. Et j'ai tiré au sort celle-là. Mais si tu veux, je peux te poser la deuxième question. Alors, je te dirais que je pense qu'aujourd'hui, une tendance actuelle que je trouve ridicule. J'essaie de pas d'émettre trop d'avis. Je pense que j'essaie de me focaliser sur moi pour me donner des avis négatifs ou très négatifs et ainsi de suite. Des tendances aujourd'hui que je trouve un petit peu... je dirais que ça nous fait pas forcément penser ou à réfléchir au bon sens de certaines fois. C'est par exemple, si on regarde les villes, on veut nous mettre des zones 30 partout. Au lieu de juste nous demander de venir qu'en véhicule électrique. Aujourd'hui, c'est pour le bruit pseudo qu'on nous demande de ne pas venir et à cause de la pollution. Dans ce cas-là, pourquoi on ne laisse pas en fait les villes circuler à 50 et avoir que des véhicules électriques? Aujourd'hui, en fin de compte, c'est pour moi, surtout pour un paysage comme la Suisse, il y a un besoin. Moi, je vis en campagne aujourd'hui. Il y a un besoin d'avoir des voitures pour aller à certaines places. On ne peut pas toujours arriver en transport public aussi simplement, et surtout qu'on a des enfants, des courses et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une problématique c'est une chasse aux sorcières sur des voitures, ou bien c'est plutôt des gens en ville qui pensent qu'en fait, ils doivent avoir le même sentiment qu'être à la campagne. Et c'est un peu un paradigme. Si on souhaite être à la campagne, on va vivre à la campagne. Si on souhaite être en ville, on sait qu'il y a des pros, il y a des pour, il y a des contre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas forcément aligné avec toutes ces choses qu'on essaie de nous faire par rapport à ça. Je trouve que c'est bien d'améliorer potentiellement un peu la vie en ville, mais dans ce cas-là, pour aller directement, on fait que des véhicules électriques pour aller en ville. Vous allez voir que la transition énergétique pour aller sur les véhicules électriques, elle sera beaucoup plus rapide. Après, on verra si on peut charger tous ces véhicules électriques avec l'énergie qui va commencer à manquer dans les prochaines années. Mais ça, c'est une autre question. Ça, ce serait par exemple un de mes points, ou bien d'enlever les parkings, sachant que ça a un impact direct avec les commerces. Les commerces le disent, que ce soit les commerces à Lausanne ou à Zurich. Et pour moi, c'est là où je pense qu'il faut être un peu plus pragmatique que ça et se dire, si on veut vraiment éliminer que le bruit ou le bien-être de la pollution, on va que électrique. Mais on fait un choix.
C'est marrant que tu parles du parking. Je ne sais pas si tu as vu à la gare de Neuchâtel, il y a eu il y a eu un changement assez important pour les citoyens et citoyennes châtelloises. Tu vois comment elle est la gare de Neuch? Ouais. Il y a plus de parking. Enfin, en fait, avant, c'était déjà compliqué. Mais maintenant, il y a, je crois, 4 places de parc. Il y a un magasin bio. Il y a une coop Pronto. Il y a quoi d'autre? Bon, voilà, il y a la gare. Mais surtout, il y a ce petit magasin bio dans lequel je vais de temps en temps. Et la dernière fois que je suis passé, et maintenant, ça fait en fait un petit moment parce que ce n'est plus pratique. Donc maintenant, je ne vais plus volontiers là-bas. Mais la dernière fois que j'y suis allé, il y avait déjà cette réorganisation et j'ai parlé avec le gérant. Il m'a dit, je crois que ça faisait qu'une semaine. Il m'a dit, mais on voit déjà, tu vois, tu as parlé des commerçants qui sont impactés, mais il m'a dit, on voit déjà, il y a déjà moins de gens. Et donc, voilà, ça me fait penser à ça parce que c'est très actuel à Absolument. Neuchâtel. Et je pense que c'est ridicule. Et pourquoi je le dis, c'est parce que je pars assez souvent du bureau presque après 10h, donc c'est zone 30 à Lausanne. Et c'est vrai que je trouve ridicule. Je trouve ridicule parce que si on m'avait dit un véhicule électrique, bah, j'aurais acheté un véhicule électrique directement. Parce que je me dis, de toute façon, je dois partir dans ces horaires-là, je dois aller en ville avec ma voiture parce que j'ai souvent des rendez-vous qui sont dans la campagne. Et que je peux pas tout le temps forcément prendre le transport public parce que je vais prendre trop de temps. Pour aller à Zurich, Genève, bah, bien sûr, ça fait du sens. Mais quand on doit aller, je te donne un exemple, à Moudon, bah, c'est quand même plus simple si on y va en voiture. Voilà. Il y a certains endroits qui sont favorisés. Là, c'était un exemple, peut-être pas forcément le meilleur, mais il y a des endroits où, en fin de compte, ça devient compliqué de se rendre en transport public aujourd'hui. Surtout pour le gain de temps qu'on a en voiture. Et pour moi, c'est au lieu de dire de faire quelque chose qui soit proportionnel et aussi par rapport à aligner aux objectifs. Mais aujourd'hui, ce paradigme de dire qu'on est en ville et qu'on veut vivre à la campagne, je pense qu'il est fait pour une minorité de personnes qui malheureusement ont un peu trop de pouvoir au sein de peut-être certaines villes. Voilà. Je pense que là, c'est un peu une chasse aux sorcières pour moi. Puis c'est marrant, on est en Suisse. Voilà. Tu vois, on n'est pas à Shanghai. Et surtout, je pense que le pire, et qu'on ne se rend pas compte, c'est... Je vois les problématiques pour mettre une troisième voie entre Lausanne et Genève. Je vois la problématique qu'on veut refuser en fait une troisième voie qui partait de Chavornay jusqu'à Lausanne, une route que je fréquente d'ailleurs habituellement. Et aujourd'hui, on est 8,5 millions en Suisse. Déjà? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et je disais 2050, 10 millions. Même un peu plus. Et en fait, la question, c'est, on a 2 millions et quelques de personnes qui vont arriver supplémentaires. Aujourd'hui, en ville, on ne veut pas construire plus haut, parce qu'on dit que ça va ravager le paysage visuel des villes et de la Suisse. En même temps, dans les campagnes, on dit qu'il ne faut pas construire trop, parce que ça va aussi dénaturer, enlever le vert. Bah, on va le mettre où, ces personnes? C'est une question ouverte. Et en fait, c'est les campagnes, ça va de plus en plus loin, parce qu'il y a encore des petits villages qui peuvent encore construire un petit peu. Donc tout le monde va de plus en plus à la campagne, pas forcément pour des transports publics, parce qu'en fin de compte, c'est juste une question aussi de trouver le lieu qu'on voit à Zurich aujourd'hui. Parce que moi, j'ai certains collègues qui ont fait partie de ces queues de 50 ou 60 personnes qui allaient visiter le même appartement pour pouvoir candidater. Et on se dit, mais est-ce que les gens se rendent compte du problème de tout ce qui est immigration et ainsi de suite? Je pense que ça, c'est un de nos gros challenges qu'on va avoir dans les prochaines années. Et en fin de compte, aujourd'hui, on ne pense pas assez, je pense, sur ces domaines-là. Aujourd'hui, par exemple, c'est là où, en fin de compte, je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu illogique sur certains choix qu'on veut faire, sur la manière de faire. Et voilà. Et Andreas, je te propose pour clôturer notre épisode, une dernière question. Qu'est-ce que le succès pour toi? C'est une bonne question. C'est quelque chose qui change à travers les années, premièrement. Je pense que j'ai plus la même vision que ce que j'aurais pu avoir à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est être entouré de sa famille, des amis, d'avoir du plaisir d'aller travailler tous les jours et d'avoir une situation financière qui te permette de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Après, moi, j'ai pas des prétentions à aller faire des choses complètement folles, mais de vivre bien. Voilà.
Je pense que ça, c'est un premier succès de la vie. Et après, on a plein d'autres succès qui sont... chaque enfant est un succès, chaque chose autour de soi est un succès. Mais je pense que mon succès, c'est le jour où j'arriverai à me rendre compte que j'ai du succès. Aujourd'hui, j'ai encore un peu de peine à pouvoir profiter du succès. Parce que je vis extrêmement beaucoup dans le futur, etc. Et j'ai de la peine en fait à toujours me regarder un peu dans le passé, etc. Et me dire en fait, ça a été un succès. Je suis très fier de mes enfants, très fier d'un mariage, très fier d'avoir une entreprise qui grandit et qu'on a fait beaucoup de choses qui sont bien. Mais je me dis en fait, j'aurais pu faire plus. Je suis toujours t'aurais pu faire plus. J'ai un jugement contre moi-même qui est extrêmement dur et je pense que pour moi, ma première phase de succès maintenant aujourd'hui, ce serait d'essayer de pouvoir apprécier chaque petit bout de succès à sa juste valeur. Donc, est-ce que tu veux commencer à apprécier ? Je pense que c'est important. J'étais longtemps dans le déni avec ça. J'ai dit, j'aime pas me faire des claques sur les épaules. Ah, t'as fait un truc, etc. Moi, je vis dans le charbon. Moi, j'aime bien travailler dur. J'aime bien quand c'est... Quand je suis fait pour dans des moments durs, etc. Je sais que je vais travailler à fond et je suis content. Mais profiter plus des moments dans la vie, profiter de vivre. En fait, je pense que c'est aussi ça le succès, c'est de pouvoir avoir du plaisir de faire autre chose. Parce que pour moi, des hobbies que j'aime faire, c'est travailler. Donc je me dis de temps en temps, peut-être dans le futur, j'apprendrai à avoir d'autres hobbies qui sont un peu différents. Aujourd'hui, j'ai une famille et je suis très content et c'est ce qui m'a un petit peu aussi changé, je dirais, de pouvoir passer un petit peu des moments avec mon fils. Mais je pense que ça, c'est un des prochains succès que j'aimerais avoir, c'est profiter encore un peu plus. C'est-à-dire profiter des petits moments de manger le soir, etc. Alors que je suis très dans le boulot, tout le temps. Très bien, Andreas. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on clôture cet épisode ? Non, merci beaucoup pour l'invitation. De rien, merci à toi de t'être déplacé. Avec plaisir. Et je pense que tu as monté la barre et que tu as inspiré suffisamment de personnes, donc je te remercie. Merci à toi. Passe une belle soirée. À toi aussi, merci. Merci, ciao. Ciao.